Bonjour, je suis Léna Pedon de The Conversation France et je rencontre aujourd'hui Michel Capdegroux, chercheur en physique et spécialiste de la mécanique spatiale, pour évoquer la recherche dans les sciences du climat à l'occasion des 50 ans du laboratoire de météorologie dynamique, le LMD. Depuis quand travaillez-vous au LMD ? Alors, je suis arrivé au LMD en septembre 1989. Je venais d'Algérie, où j'avais travaillé en coopération. Et je cherchais un poste dans l'enseignement supérieur. Et donc, l'université de Pierre et Marie Curie avait un poste de maître de conférence dans la physique et l'atmosphère. Donc, j'ai candidaté, mais il me fallait un labo d'accueil. Et un des chercheurs du LMD, qui s'appelle Robert Candel, a vu mon profil et m'a dit que je l'intéressais. J'ai réussi le concours à l'université et donc de fait, à ce moment-là, j'ai été pris au LMD. Quand je suis arrivé, je n'étais pas un jeune chercheur, j'avais déjà travaillé assez longtemps. Et qu'aviez-vous étudié avant d'arriver au LMD ? Alors moi, j'ai fait une thèse de physique atomique à Toulouse. Et comme je suis arrivé, tous les postes à la fac étaient pris et j'ai demandé de partir en coopération en Algérie. Et là, je me suis retrouvé à faire de l'enseignement à l'université d'Oran d'abord. Me baladant en Algérie, j'ai découvert un peu des gravures préhistoriques au nord du Sahara. J'ai beaucoup travaillé sur la question. Au bout de 2 ans de coopération, j'ai arrêté et je me suis consacré à l'archéologie. Je suis rentré à Toulouse et j'ai fait des études d'archéologie tout en faisant mes recherches. Et puis, il faut dire que la physique me manquait aussi. Et donc, j'ai redemandé à partir en coopération, mais là, sur un projet un peu de recherche, sur un projet de village solaire qui était très intéressant, qui se faisait au nord du Sahara. Et donc, j'ai travaillé à l'école d'architecture. Là, j'étais prof de physique. Et on faisait tous les projets, il y avait des architectes et des physiciens. Ah oui, le travail que j'ai fait en Algérie, c'est que j'ai fait un atlas solaire en Algérie. Robert Candel m'a dit, vous avez étudié le soleil qui tombe sur la Terre vu de la Terre. Moi, je vous demande d'étudier ça depuis l'espace. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré au LMD pour étudier, disons, l'énergie solaire qui vient du soleil, qui se reflète sur la Terre et qui est observée depuis satellite. Est-ce toujours ce que vous faites actuellement ? C'était qu'au début, donc, on a travaillé sur ce qu'on appelle le bilan radiatif. En fait, ce sont des mesures qui demandent une très grande précision qu'on n'arrive pas encore vraiment à atteindre. Et moi, au bout d'un moment, je me suis aperçu que les gens utilisaient les satellites et ne savaient pas très bien ce qu'ils utilisaient comme données. Et donc, j'ai commencé à changer un peu de travail et je me suis intéressé à ce qu'on appelle la mécanique spatiale, c'est-à-dire comment tourne un satellite. Dans ce laboratoire, personne n'est spécialisé en mécanique spatiale. Donc j'ai fait un logiciel et ça m'a permis ma passion, écrire des livres. Si vous aviez une recherche à retenir au LMD, quelle serait-elle ? Moi, ce que je vois, les recherches qui sont marquantes au LMD, c'est quand même tout ce qui tourne autour du modèle. Au LMD, tout concourt plus ou moins à ça. Sur l'observation par satellite, une partie au moins sert à rentrer dans le modèle. Mais les modèles, à quoi ça sert ? Alors, vous avez les modèles de météorologie. Le modèle du LMD, c'est un modèle qui est fait à plus long terme. Il est quand même assez puissant, assez costaud pour servir aussi au paléoclimat. Et non seulement sur la Terre, mais sur Mars. Il y a très peu de labos au monde qui peuvent modéliser le climat de Mars comme le LMD. Ce qui détermine le climat d'une planète, c'est ce qu'on appelle son obliquité. Et c'est ça qui détermine le climat. Mars, mais la différence, c'est que la Terre, on a montré que la Lune avait stabilisé sa rotation. Donc si on peut remonter il y a des centaines de millions d'années, on pense que l'obliquité était la même. Alors que Mars, elle change. Et donc le climat de Mars est chamboulé complètement. Comment fonctionnent les modèles ? Vous imaginez le globe terrestre, vous faites le dessin avec les latitudes et longitudes, ça fait les méridiens parallèles, on découpe, voilà. Et vous faites comme ça un petit découpage assez fin, mettons, je vais dire de 1 degré. Donc ça fait une petite surface, et après vous faites une boîte qui fait, mettons, 100 mètres de hauteur d'atmosphère. Donc vous avez la Terre qui est recouverte de ces petites boîtes. Et sur cette boîte, vous mettez une autre d'altitude entre 100 et 200 mètres, puis une autre entre 200 et 400, etc. Et donc vous faites plusieurs boîtes en hauteur, donc ça fait des dizaines de milliers de boîtes. Et dans chaque boîte est assimilé à un cube, et ce cube il a 6 faces. Celle qui est sur le sol a une face contre la mer, contre la terre, mais toutes les autres ont des faces, les 6 sont à l'air. On étudie, on met les équations de la mécanique qui disent que la matière, pour passer d'un endroit à l'autre, on va tenir compte de la température, de la pression, etc. Et donc, chaque face, on fait des équations. Vous avez écrit des livres sur les satellites. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? C'est un livre qui donne les principes de la mécanique spatiale, qui reprend des équations qui sont connues. Mes livres, c'est surtout pour essayer de comprendre comment ça marche. Et il y a de belles images
Et puis ce qu'on appelle l'échantillonnage, vous êtes à un endroit donné, quand est-ce qu'il va passer le satellite? C'est assez étonnant, mais des fois, vous voulez faire des mesures le matin, mais si vous ne faites pas attention, vous verrez que pendant 15 jours, le satellite ne passe jamais le matin au-dessus de chez vous. Et ces livres, je les ai faits parce que le logiciel que j'ai fait me permettait de faire ces résultats. J'ai repris toute la théorie pour que ça soit un peu clair pour tout le monde. Comment la nouvelle génération de chercheurs appréhende le changement climatique et les inquiétudes qui l'accompagnent? Autrefois, beaucoup de gens se spécialisaient en physique. Maintenant, ils font toujours maths et informatique, il y en a beaucoup. Mais après, les autres, développement durable. Donc il y a une prise de conscience qui est assez impressionnante. Les gens qui travaillent à l'EMD, la plupart sont aussi des citoyens et ils sont quand même motivés par tous ces changements climatiques. Que pensez-vous des débats autour du changement climatique? Le changement climatique, c'est l'une des premières fois où il y a un changement qui est prévu alors qu'il n'était pas ressenti. Dans les années 75, on a commencé à en parler. C'était absolument pas mesurable ni ressenti. C'est les modèles qui ont dit ça. Et maintenant, on peut dire qu'on le ressent. Un mot de la fin? Il y a eu ce qu'on appelle la théorie de Milankovitch, qui est une théorie très belle et qui a été faite vers 1930 et qui montre que les changements climatiques s'expriment par les changements d'orbite de la Terre. Ce Milankovitch a fait un calcul à la main en 1930 et 40. Il a expliqué donc pourquoi il y avait eu un climat très froid en Europe. On ne l'a pas vraiment cru. Sa théorie n'a été vraiment mise au point que dans les années 80-90 sur les ordinateurs et confirmée par les forages au Groenland ou au pôle Sud où on arrive à mesurer, ils arrivent à faire une liaison entre la température et il y a un rapport entre les isotopes de l'oxygène au 16 et au 18 et ça c'est lié à la température. Et donc on arrive à faire la température en fonction du temps et quand on compare avec le cycle de Milankovitch, ça colle très 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 bien. Mais vraiment, c'est magnifique. Mais ça n'a rien à voir avec ces changements actuels. Parce que les changements de climat, ils sont sur 5 000 ans, 10 000 ans. Il y a 20 000 ans, il y avait un climat glacé, un climat chaud de maintenant. Il a fallu 20 000 ans pour ça. Le changement actuel qu'il y a, c'est en 30 ans, 40 ans. Merci Michel.